Madame, Monsieur, bonjour. Très bonne nouvelle. Les autorités de la Confédération africaine de football, la CAF, ont levé la sanction de suspension du stade de Limbé. Résultat des courses, les Lions indomptables joueront leur demi-finale face aux Pharaons d'Égypte jeudi au stade de Limbé. Je crois que c'est une bonne nouvelle parce que les Camerounais avaient des sueurs froides. Imaginez-vous les Lions qui jouent leur demi-finale et pourquoi pas la finale dans un autre complexe. Tout de suite, nous allons accueillir nos invités sur ce plateau. Je commence par Casimir. Mangué Casimir, bonjour. Merci Emmanuel, bonjour. Et surtout bienvenue parce que vous nous avez manqué pendant plusieurs jours pour des soucis, quelques petits soucis de santé. Non, de sérieux soucis de santé parce que ce fut un accident cérébral. Donc ça a été très difficile pour moi. Je rends grâce à Dieu parce que c'était pas évident d'être là où je suis aujourd'hui. Ok, bienvenue. Et gloire à Dieu une fois de plus. Oui, merci Emmanuel. Jean-Paul Akono, bonjour. Bonjour Emmanuel Jonakana, bonjour à Casimir Mangué, bonjour à Franck, bonjour à tous les millions de téléspectateurs, internautes qui nous suivent, n'est-ce pas, à travers le Cameroun, à travers l'Afrique et à travers le monde. Franck Beck, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour aux deux coachs, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à la grosse équipe technique, à tous les internautes, à tous les fans de l'émission. Je ne vous cache pas que je reçois beaucoup de messages pour vous saluer, monsieur Emmanuel Jonas Kanga, le coach et tout le panel. Beaucoup de bons messages très sympathiques de la part de nos millions de fans. Merci beaucoup. Alors tout de suite, nous commençons par le débriefing de la rencontre Cameroun-Gambie, rencontre qui a connu la victoire, il faut le dire, avec panache des Lions indomptables face à l'équipe de Gambie. Alors je commence par le coach Casimir. Mais je crois que c'était une rencontre qu'il fallait d'abord impérativement gagner. Une rencontre où il fallait annoncer les couleurs aux futurs adversaires. Une rencontre où, pour une fois, les joueurs camerounais ont démontré qu'ils avaient l'amour du vert au jaune. L'amour du drapeau. L'amour du drapeau. Jamais je les ai vus généreux dans les efforts. Ils ont ensemble défendu, ils ont ensemble attaqué. Et ça a laissé croire qu'on pouvait espérer. C'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas constante dans ses performances. Mais là, je vous assure, Emmanuel, j'ai été émerveillé par le contenu qu'a produit cette équipe. Bravo aux Lions indomptables. Bravo aux Lions indomptables, coach Jean-Paul Akono. Et il faut dire que cette équipe gambienne, pas qu'elle n'était pas à la hauteur, mais c'était pas une équipe vraiment tout feu tout flamme ce jour-là. Face aux Lions indomptables qui, par contre, étaient vraiment au top. Je pense que les Scorpions de la Gambie eux-mêmes ont retrouvé leur véritable niveau. Ils ont tous retrouvé leur véritable niveau. Au contraire, n'est-ce pas, de leur performance antérieure qui nous laissait non seulement croire à un quart de finale qui allait être vraiment dit d'intérêt avec deux oppositions qui se seraient illustrées, n'est-ce pas, pendant les matchs du premier tour et surtout pendant les matchs de huitième de finale. Mais hélas, on a vu plutôt une équipe gambienne, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a elle-même retrouvé son véritable niveau, et les Lions indomptables n'en demandaient pas plus. Donc, les Lions indomptables ont fait ce qu'il fallait justement faire face à une équipe qui était recroquevillée dans sa moitié de terrain, refusant carrément de jouer. Vraiment carrément de jouer. Je crois que pendant 90 minutes, les Lions indomptables ont joué le match pendant 99 minutes, c'est-à-dire que possession de ballon, ils ont tout tenté, tout ça ainsi de suite.
Et finalement, ils ont craqué, les Gambiens, les Scorpions de Gambie, ils ont craqué et les buts sont arrivés. Malheureusement, je crois, les Lions peut-être voulaient faire le strict minimum et ils l'ont fait 2-0, certainement pour économiser, n'est-ce pas, leurs efforts pour le match pour le match des demi-finales. Donc, vraiment, bravo aux Lions, c'est ce qu'on aimerait toujours voir, prendre le match à leur compte, quel que soit l'adversaire, surtout comme leur a encore réitéré le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, qui leur a vraiment dit, prenez toujours le match à votre compte, ne sous-estimez pas l'adversaire, respectez-le, mais sur le terrain, démontrez où se trouve, montrez-leur où se trouve leur véritable place. Et comme je l'ai dit, les Lions n'ont même pas eu envie de leur prouver sur le terrain où est leur place. Eux-mêmes déjà l'avaient choisi et puis ici sont installés. André Onana, bonjour. Bonjour jeunesse. Emmanuel Jonas. Emmanuel Jonas Kana, excusez-moi, le week-end commence de manière très forte. Et surtout des petits retards par rapport... Oui, vraiment j'ai fait face à des bouchons, vous savez, je viens de Kolfolo, j'ai pris des dispositions pour arriver ici à temps, malheureusement, voilà, j'ai fait face à ces bouchons-là, je m'excuse auprès des c'est le quotidien de la ville de Yaoundé, et même toutes les villes, à Douala, il paraît que c'est... Partout où la CAN se joue, je pense qu'il y a vraiment un corridor qui a été mis sur pied pour que... Voilà, on se retrouve un peu en difficulté, mais c'est bien pour que la compétition se déroule dans de bonnes conditions. Voilà, je vous accueille avec cette victoire sur la Gambie pour les matchs, n'est-ce pas, des quarts de finale. 2-0. Moi, j'ai dit que c'était déjà très bien, mais comme il n'y a pas la perfection dans ce monde, on va quand même insister sur quelques petites imperfections pour que jeudi prochain, nous puissions vraiment être, n'est-ce pas, à l'abri de toute surprise désagréable. Vous n'êtes pas sans le savoir, les Lions indomptables affronteront les pharaons d'Égypte. Tout à fait. Permettez-moi de dire bonjour à votre riche panel et de dire bonjour aussi à ceux qui vous accompagnent en studio. Il faut dire que nous étions ici la dernière fois pour parler de la confrontation Cameroun-Gambie. Je me réjouis déjà de ce que sur le 11 entrants proposés, on n'a qu'une seule personne qui nous a fait faux bon. Pour moi, c'est Jérôme Ongene qui n'a pas été là. Et pour le reste, les 10 autres, on l'avait appelé de tous les vœux, c'est ce qui a été fait. Maintenant, bravo aux Lions indomptables, à leur staff et à tous ceux qui tournent autour. Il faut dire que moi, je suis satisfait. Mais celui qui dit merci en demande encore. C'est-à-dire qu'on est satisfait et on se dit on veut voir encore plus. On avait peur. On est parti de ce studio avec un peu de peur parce que cette équipe de Gambie défensivement n'avait pris qu'un seul but durant la compétition. Donc du coup on s'est dit elle est solide défensivement et même offensivement elle avait des armes. Quand vous avez les frères Barrow, Moussa Barrow et je pense Modou Barrow, c'était les armes de la Gambie. L'équipe du Cameroun a réussi à absorber complètement cette équipe de Gambie qui partait un peu comme favorite parce que les statistiques étaient en sa faveur, qui n'avait encaissé qu'un seul but. On se disait, ok, si elle arrive à marquer un but et elle peut se replier et réussir à faire plier le Cameroun. Bon, malheureusement pour cette équipe, il y avait en face une équipe de Lions qui avait à cœur d'arracher la qualification pour les demi-finales. Et c'est ce qui s'est fait avec la manière. Ça, il faut le dire. J'ai lu un tweet d'un consultant qui a dit voilà le Cameroun en demi-finale sans avoir rencontré une grande équipe. Mais cette équipe de la Gambie a sorti des grandes équipes. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que parce que c'est la Gambie, voilà, le Cameroun n'a pas encore eu un match de référence, non. Et on va jouer contre les pharaons. Moi je crois que nous avons des armes pour faire plier cette équipe. Elle monte en puissance comme le Cameroun. Moi je l'avais dit. Tout le monde pensait que non, bon, c'était un peu brouillon à la phase de poule. On prend match après match et on se rend compte que chaque fois qu'on avance, il y a quand même des éléments nouveaux
qu'on intègre et qui font que cette équipe, effectivement, commence à prendre de la hauteur. C'est tout bénéf pour la compétition. Du moins, je suis convaincu que si on aborde le match contre l'Égypte sur le bon bout, avec tous les éléments que nous mettons sur le papier ici, je prends le coach Jean-Paul Akon à témoin, on disait la dernière fois qu'il fallait parler à Jean Wangissa, que ce n'était pas un problème de potentiel, c'est un monsieur qui a un potentiel énorme, mais avec un discours, il peut se transcender pour faire le dépassement de soi. On a vu quand même que lors du dernier match, il a fait le dépassement de soi. Ça veut dire que s'il gagne en confiance, lors des demi-finales, il peut être un tout autre joueur. Et imaginez-vous une équipe comme celle-là, avec un André Onana au top, un Zamboanguissa au top, Waka, Vincent, tous les noms que nous avons. Je crois que il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais ce qui me ragaillardit, c'est que j'ai vu la défense camerounaise tenir contre l'attaque ivoirienne en Fandena. Voilà un élément qui me permet quand même de me dire que il n'y a pas de quoi s'inquiéter si nous avons des lions au top. Et je suis convaincu que là où ils sont, ils savent que c'est le match qui nous permet d'accéder à la finale. Si on traverse l'Égypte, ce sera peut-être pas facile de gagner le trophée, mais on aura l'avantage d'être au Cameroun devant notre public. Alors Yannick, bonjour. Bonjour. Je crois que vous avez aussi été victime des bouchons pour arriver ici. Comme d'habitude, de toute façon, mais on finit par s'y habituer et on fait avec. Vous savez, l'expression est d'ailleurs très courue au Cameroun, faire avec. Voilà, donc les moyens dont nous disposons. Je remercie l'Éternel que nous soyons encore, nous retrouvons ce matin, c'est un début de semaine, et on espère que la semaine sera tout simplement farandole. Bonjour deux coachs que j'ai le plaisir de retrouver sur le plateau, ainsi que à mon ami et frère André qui est également là ce matin, sans oublier les téléspectateurs. Début de semaine très agréable pour les Camerounais. Nous sommes qualifiés pour les demi-finales. Le Cameroun a gagné la Gambie 2-0. C'était quand même un score impressionnant malgré tout. Oui, il faut quand même dire que c'était une prestation acceptable pour, les Lions indomptables. Voyez-vous, je ne voudrais pas aller au-delà de cette mention-là, parce que je sais qu'on a encore du chemin à faire. Il fallait traverser cette étape, c'était important. J'ai trouvé une équipe concentrée, les Lions indomptables, c'était bien. Je jubilais de temps en temps, je jouais un peu le rôle de coach par moment, parce qu'effectivement j'estime que nous n'avons pas celui-là qu'il faut sur notre banc de touche. Regardez par exemple tout au long de cette première mi-temps où on a joué ce qu'on appelle le demi-camp, c'est-à-dire que la Gambie était installée dans son moitié propre camp, la moitié du terrain de son camp, et on a multiplié les assauts, sauf que quand vous regardez très bien, pendant cette première mi-temps, tout se jouait sur les côtés, avec des centres. Quand c'était pas faille, c'était nous, par moments, qui s'essayaient, c'était également Onla qui venait par là, mais ça passait pas. Je pense qu'à partir de cet instant, le coach doit prendre ses responsabilités, essayer de trouver une autre formule, comment contourner une défense où on retrouvait tout d'un coup 7 à 8 joueurs. Parce que c'est comme ça que la Gambie jouait effectivement samedi dernier, 7 à 8 au même moment. Donc du coup, il fallait trouver une formule. Cette formule, malheureusement, n'a pas été trouvée. À la première mi-temps, il a donc fallu revenir avec cette fois-là. Et c'est pour ça que je dis à ces lions-là qu'ils doivent eux-mêmes prendre leur destin en main à un moment donné. Et vous l'avez vu lors de cette deuxième mi-temps. Il a fallu, et effectivement, c'est ça qu'il fallait prendre légèrement de vitesse, la défense gambienne. On le voit sur le premier but de Toko Ekambi qui prend véritablement, parce que là, il faut dire qu'il était resté attentiste, le défenseur. Toko a été un peu plus vif, il a croisé sa tête, c'était 1-0, c'était le déclic. Quand on la revient également, parce qu'il prend en vitesse le couloir droit de cette défense de la Gambie, il réussit à faire son centre. Et là, une fois encore, Toko, qui était à la retombée, mais toujours sur une pointe de vitesse, a réussi à reprendre ce ballon pour le mettre au fond de filet. Donc je dis, au regard de tout cela, il va falloir, j'ai trouvé André était là-dessus, on est d'accord et on est fier
de ce résultat-là 2-0. Et vous le savez, pour une fois, on n'a pas encaissé. J'ai envie de dire qu'Andro Nana n'a véritablement eu rien à faire au cours de cette rencontre-là. Son premier clean sheet. Oui, son premier clean sheet, il fallait quand même dans une compétition comme celle-ci. Il n'a pas véritablement eu de boulot à faire, mais contrairement aux autres rencontres, il est resté plus concentré dans ses buts, malgré le fait qu'il n'y avait véritablement pas grand-chose à faire au cours de cette rencontre-là. La qualif est là, nous sommes en demi-finale, c'est une bonne, j'ai même envie de dire très bonne chose chez nous, mais maintenant, comme je l'ai dit en tout début de mon propos, que rien n'est encore joué. Parce qu'effectivement, là où je ne serais pas d'accord avec André, c'est que c'est pour la première fois dans cette compétition que nous allons rencontrer donc une équipe du top 10. C'est important de le souligner et ce n'est pas n'importe quelle équipe. Pourquoi ? L'Égypte, c'est cette équipe qui a toujours causé des problèmes aux Lions Indomptables. Les Pharaons ont toujours créé des problèmes aux Lions Indomptables. Pas qu'on ne les gagne pas, la preuve. En 2017, c'est devant l'Égypte que nous réussissons à gagner notre 5e étoile. Ouais. Bon, Yannick, je mais pense c'était pas facile. On va revenir. On va parler de l'Égypte, je sais, ouais. Mais pour dire que cette Égypte effectivement monte en puissance et enfin peut déjà, n'est-ce pas, se remettre en homme. Mohamed Salah. On en parlera, oui, parce que moi j'étais au stade hier. C'est important, effectivement, parce que ces Lions-là, la prestation de samedi, il faudra faire 2 fois pour véritablement espérer que nous irons chercher ces pharaons, que nous causerons des problèmes à ces pharaons, que nous puissions les dominer afin que nous puissions nous qualifier en finale. Et j'ai envie de vous dire, nous on joue notre finale contre l'Égypte. Parce qu'en face, je ne vois plus Yannick, les 4 qui sont restés. Je dis bien que notre finale, ça sera contre sur l'Égypte. cette rencontre capitale, Cameroun-Égypte, mais nous restons dans le quart de finale qui a opposé, n'est-ce pas, le Cameroun à la Gambie. Alors, coach, moi je pense que le Cameroun aurait pu saler l'addition. On a vu un Vincent Aboubakar qui a fait tout de feu de tout bois pour saler l'addition, mais c'est pas venu. Vous le dites si bien. Effectivement, ce n'est pas par manque de volonté que l'addition n'a pas pu être salée. Justement, quand nous décortiquons le jeu des Lions, c'était effectivement non seulement de gagner, mais de gagner vraiment avec un score impressionnant. Un score impressionnant. Marqué des buts. Mais vous avez vu, quand même, malgré que nous ayons eu à perforer cette défense, nous avons quand même marqué 2 buts, mais c'était quand même une défense très renforcée. Très renforcée, il vient de le dire, à propos des ballons qui venaient sur les côtés. C'est la meilleure manière de contourner une équipe, n'est-ce pas, qui joue pratiquement, je n'ose pas dire tout le bloc équipe, vraiment. Alors là, les 11 joueurs sont pratiquement presque dans les 18 mètres. Alors, je crois peut-être que je lui accorderai je lui accorderai du crédit dans ce qu'il dit, parce que les centres qui ont été faits me semblaient être faits un peu précipitamment. Quand une équipe, n'est-ce pas, est regroupée pratiquement, n'est-ce pas, presque dans c'est 5 mètres 50, comme c'était le cas, il ne faut plus faire les centres, n'est-ce pas, purement parallèles au but. Non, il faut faire des centres qui ressortent. C'est-à-dire que le ballon qui revient vers votre milieu du terrain, pour espérer la frappe et des milieux. Or, parfois, les milieux n'étaient pas justement à ce poste-là. Parce que je suis convaincu que ceux qui débordaient, qui faisaient ce centre, jetaient quand même un coup d'œil, ne voyant pas quelqu'un pour qu'on puisse lui remettre vraiment ce qu'on appelle un centre en retrait en ce temps-là. Vraiment centre en retrait. Et qui prend de court les défenseurs, n'est-ce pas, qui sont obligés de plutôt se retourner et regarder. Et pendant qu'ils regardent, la frappe est partie. Donc c'était un peu ça qui a manqué à nos Lions. Et il fallait leur tenir ce discours, rectifier juste un peu, j'allais dire, comment on dit ça, apporter un peu, n'est-ce pas, quelques petites modifications au niveau des centres pour les ballons. Mais
j'ai dit bien, le premier but que nous marquons sur le centre de Faye Collins, vraiment, Ekambi est brillant, Toko Ekambi est venu, il a coupé la trajectoire. Comme il a dit, le défenseur était attentiste. Effectivement, il est resté cloué sur place, s'apprêtant à jouer. Et quand Ekambi vient, il passe devant, paf, il pousse, il percute le ballon de la tête. Et justement, et le gardien qui était un peu de l'autre côté ne pouvait plus revenir vers là où Ekambi a placé le ballon et ça faisait un but. Vraiment, c'est-à-dire, c'est des actions promptes, n'est-ce pas, pour une défense qui joue parfois aussi regroupée. Donc, dire qu'il fallait vraiment marquer des buts, oui, les Lions l'ont voulu, effectivement. Et quand on voit vraiment l'esprit de leur jeu, c'était effectivement de corser l'addition, mais malheureusement, ils n'ont peut-être pas su comment le faire. Avec autant d'occasions de buts qui se sont créés, ils n'ont pas su comment le faire. Et je crois qu'on devait recadrer, n'est-ce pas, ce jeu à la pause. Est-ce que ça a été dit? Je ne sais pas. Alors, Casimir Mangué, toute proportion gardée, les Lions ont gagné, mais sans forcer le talent. Pour une fois, je ne serais pas d'accord avec vous. Parce que ça, c'est un peu le phénomène camerounais. Quand les Lions gagnent, l'adversaire était paresseux. Quand les Lions sont en difficulté, non. Cette équipe gambienne a inquiété tout le monde. Les seuls qui ont su que les Lions avaient de la valeur, et c'est Jean-Paul Mayous qui le disait en début, ce sont les Gambiens. Les Gambiens eux-mêmes redoutaient les Lions indomptables. Quand les gens parlent des occasions de but, je crois que s'il y a même eu des occasions de but, c'est en première mi-temps. Quand vous regardez le nombre d'occasions, vous avez vu l'arrêt de handball du gardien. Oui, vous avez vu là-bas m'a dit que l'arbitre refuse de nous accorder un corner. Je dis, il y a eu suffisamment des occasions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en première partie, on n'a pas eu de la réussite. Parce qu'il y a eu des opportunités. Les Camerounais. Et je suis fier quand je vois ce que votre réalisateur nous propose comme des images. Si vous regardez en première partie, nous avons nos latéraux qui ont frappé dans les buts, qui se sont retrouvés dans les 16 mètres. C'est une expression d'une équipe qui voulait gagner. Quand vous avez des défenseurs qui partent de 70 mètres pour venir frapper dans les 16 mètres adverses, ça démontre que l'équipe avait envie de gagner. Si vous regardez bien, Faye a frappé, je crois, 2 fois. Le petit Nour, il a frappé, je crois, 1 ou 2 fois. Nos 2 latéraux, et c'est ça qui m'a émerveillé. Parce que ce dépassement de fonction, nous ne l'avions pas les matchs antérieurs, où on se retrouvait. Et ce qui m'a également émerveillé, c'est la correction, le rectificatif. Quand vous avez une difficulté, il faut trouver une solution. Vous allez vous rendre compte que en première partie, on ne se retrouvait pas en duo dans les 16 mètres, dans les 5 mètres 50. Mais en deuxième partie, on s'est retrouvé de temps en temps, chaque fois, avec Toko et Aboubacar. C'est-à-dire que quand on jouait à droite, Toko qui était à gauche se retrouvait en deuxième attaquant. Et si vous voyez sur le deuxième but, c'est ce dispositif qui permet à Toko de marquer le but. Et puis, une autre correction, c'est que on est bien parti avec une triangulation offensive, c'est-à-dire qu'on a fait un milieu de terrain à 3 avec une pointe arrière. C'est-à-dire qu'on avait 2 joueurs en soutien des 3 attaquants. Ça veut dire qu'on était à 5. Et quand les 2 latéraux s'ajoutaient, on était déjà à 7. Bien qu'il y ait eu une muraille, mais les Camerounais ont réussi à frapper dans les buts. Et Jean-Paul a bien fait de le dire. C'est une équipe qui est venue avec, elle redoutait le Cameroun. Et elle est allée, comme on dit, garer le bus. Malheureusement, en oubliant que les Camerounais avaient un potentiel intéressant sur la verticalité du jeu, le jeu aérien. Je crois que si on a marqué 10 buts, je pense qu'on a dû marquer 6 avec de la tête. Et on a su qu'il fallait proposer des décalages sur les côtés. Et comme le disait Manous, tout ce qui nous manquait aussi en première partie, c'est qu'on ne s'appliquait pas au niveau du centre. On ne le faisait pas, il n'était pas en centre en retrait. Il le faisait plutôt parallèle à la ligne de but. Et là, l'attaquant ne peut pas venir couper. Et le ballon ne peut pas faire 2 trajectoires. Parce qu'il y a une trajectoire d'abord véritablement verticale et puis une trajectoire horizontale. C'est ça qui fait que l'attaquant ait la possibilité de mettre le frontal. Sincèrement,
les seuls qui croyaient en leur faiblesse, c'était eux-mêmes les Gambiens. Mais les Camerounais n'imaginaient même pas que les Lions pouvaient et qu'ils avaient de la qualité. Tout le monde redoutait cette équipe. Quand j'entends à ce niveau de compétition, ce sont même les équipes dites petites qui sont très très dangereuses. Cette équipe gambienne, moi, je la redoutais parce qu'elle est également redoutable au niveau des contre-attaques rapides. Ça, vous avez l'heure d'Ossa 10, Moussa Baro et son frère, Moudou Baro. Ils sont capables de faire la différence dès que vous êtes moins attentif ou alors lorsque vous n'avez pas une permanence. Ça m'a intéressé parce que j'ai vu le défenseur central qui a joué avec de Castelletto, qui a été très vigilant. Il s'est fait prendre une fois, mais le reste... Et puis quand vous avez eu un match comme celui-là où il n'y a aucun tir de l'adversaire, c'est pas parce que l'adversaire est faible, c'est parce que le pressing haut qu'a imposé le Cameroun n'a pas permis les sorties pour retrouver la profondeur. Donc je pense que c'est une équipe camerounaise qui s'est seulement transfigurée. Et comme le disait Yannick, certainement les joueurs se sont décidés. Et je pense surtout le discours de Samuel Eto'o. Il semble que Samuel a un discours reconfortant autour de ces jeunes. Il y a beaucoup d'éléments qui ont contribué. Je crois que cette équipe est montée aussi en puissance. Elle a des arguments. Moi, mon inquiétude, c'est que nous avons une équipe nationale qui n'est pas constante dans les performances. Est-ce qu'elle peut répéter ce qu'elle a produit l'autre jour? Est-ce que l'entraîneur va encore nous surprendre en faisant les classements dubitatifs? Bidon. Bon, non, pas bidon quand même. C'est excessif. Pas bidon. Si nous restons dans la logique de la continuité, et c'est Manus qui le sait mieux que nous autres, on te dit il faut garder la continuité. L'équipe qui a gagné. Non, ce monsieur ne connaît pas ça. Je ne sais pas pour quelle raison, s'il n'y a pas de blessure, je ne sais pas pour quelle raison on ne va pas reconduire d'abord cet effectif. Oui, mais moi j'étais non seulement le dispositif de base a démontré que l'équipe du Cameroun va jouer très haut parce qu'elle a mis 2 milieux du terrain derrière 3 attaquants, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Voilà. Non, je vais dire d'abord. Parce que le coach n'a pas semblé appréhender, cerner ma question. Quand je dis que l'équipe, les Lions n'ont pas forcé le talent, ça ne veut pas dire que je sous-estime l'équipe de la Gambie. Ça ne veut pas dire ça. Non, attendez d'abord. Ça ne veut pas dire que la Gambie était une marionnette ou alors un fait valoir. Pas du tout. Je terminais par ça. C'est trop long. Les Lions, oui, c'est ça le problème. Les Lions, il faut être succinct. Il faut non, mais c'est pas détaillé. Lorsque nous sommes dans les analyses, si on ne peut pas faire de la contradiction, ça ne peut pas marcher. Elle est importante, la contradiction. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, à propos de votre préoccupation, les Lions ont forcé. Vous ne pouvez pas jouer au football sans forcer votre destin. Mais ils n'ont pas autant forcé que quand le match contre les Comores. Vous voyez que contre les Comores, c'était un match poussif. Je crois que c'est un problème d'état d'esprit. Non, Emmanuel. Oui. Vraiment. Tu permets quasiment. Oui, Jean-Paul. Vraiment, contre les Comores, le jeu des Comores n'avait rien à voir avec ce qu'on a vu hier face les Lions sont allés quand même prendre cette victoire. Hein. Je veux dire que ça n'avait rien à voir face à l'adversité des Comoriens dernièrement. Les Comores nous ont posé des sérieux problèmes. Exactement. Des sérieux problèmes. Et peut-être auxquels on s'attendait le moins. Vraiment, parce que d'abord, et c'est pour cela que le président Eto'o leur a dit, ne sous-estimez pas votre adversaire, respectez-le. Maintenant, allez faire la différence du respect sur le terrain. Sur le terrain. Parce que j'ai eu l'impression que les Comores ayant eu quelques problèmes au niveau de sanitaire, ayant eu des problèmes au niveau juste de gardien de but, et ayant eu des problèmes encore juste 5 minutes après le coup d'envoi, on leur a reçu 5 joueurs. Les Lions se sont dit
Le boulevard. Ils sont tombés. Nous avons le boulevard. Oui, voilà. Or, le complexe de supériorité. Effectivement, quand on voit ce que les Comores nous ont fait réduire à 10, ah non, les gens n'ont jamais souffert. Les gens n'ont jamais souffert autant. Mais par contre, et je suis d'accord avec Casimir, quand il dit qu'il n'est pas d'accord avec vous, bon, non, il y avait un quiproquo. Non, il n'y avait même pas de quiproquo. Parce que vous semblez dire que comme vous avez vu les Lions, vraiment jouer aisément, ça signifie que... non, pas du tout. Mais c'est ce que vous avez dit. Non, il y a des ils n'ont pas forcé leur talent. Oui, il y a des équipes qui ont joué ils ont justement forcé leur talent, mais ils ont été bien appliqués. C'est ça le problème. Et ça donne l'impression que c'est facile. Non, c'est nous qui trouvons que c'est facile. Mais attention, c'est-à-dire soutenir un tel rythme. Vous croyez qu'on va le soutenir dans la facilité? Pendant presque 90 minutes de match, vous canardez une équipe comme les Lions l'ont fait contre la modeste Gambie. Non, il n'est pas modeste. C'est maintenant que vous trouvez qu'elle est modeste. Elle n'est pas du tout. Donnons la parole à Yannick. Comment pour arriver en cas de finale? Yannick était modeste. La nation de Yannick. Je prends la parole volontiers. Mais pourquoi tu me coupes la parole? Non, Yannick. Moi-même, je demande. Non, Yannick. Respectons, n'est-ce pas, le statut du patriarche Jean-Paul Akono. Patriarche, concluez alors. Bon, je vais conclure pour dire que C'est chez moi que le patriarche. effectivement, je ne condamne pas ton point de vue, ton analyse, ta déduction, que les Lions ont joué sur des buts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcé leur talent. Non, c'est parce que nous, on est spectateurs, mais vous ne savez pas quelle débauche d'énergie les Lions, n'est-ce pas, ont eu à dépenser pour venir à bout de cette équipe. Je vous ai dit d'ailleurs, qui ne jouait d'ailleurs pas son premier match. Les Comoriens n'ont pas voulu jouer contrairement à ce qu'ils ont fait. Contre les Comores. Non, j'ai dit les Gambiens. Ils n'ont pas voulu jouer contre nous, contrairement à ce qu'ils nous ont nous piéger, démontré jusqu'à-là, du début de la compétition jusqu'à ce quart de finale. C'était une équipe qui était quand même assez ouverte, vraiment qui était dangereuse, incisive au niveau de l'attaque et intrépide au niveau de tout le monde la défense et tout. C'est pour cela qu'on redoutait cette équipe. Mais avec ce qu'on est venu voir, ils ont obligé les Camerounais à sortir vraiment de leur réserve. Si jamais il y avait réserve, et là les Lions sont sortis vraiment de cette réserve. Voilà. Pourquoi donc, les Lions sortent de cette réserve? Avant, après, ce sera André. D'accord. Pourquoi les Lions sortent de cette réserve? Parce qu'ils l'ont voulu. Comment ils l'ont voulu? Avec la prestation qui précédait cette rencontre-là. Ils se sont mis eux-mêmes dans les problèmes là où ils ne devraient pas. C'est-à-dire après le match contre les Comores, les Lions se retrouvent un peu comme dans une crise de confiance. Ils avaient donc intérêt, et c'est pour ça que moi j'ai aimé le discours de Vincent Aboubakar après cette rencontre-là, qu'ils sont capables de nous produire ce qu'ils ont produit contre les Comores et relever très rapidement la tête en nous servant la prestation contre les Scorpions de la Gambie. Effectivement, non, laissez-moi vous dire, c'est une modeste formation gambienne. Ne pas le reconnaître, c'est quand même comme si la Gambie nous avait déjà tellement... Attends, elle représente quoi, la Gambie? Il n'y a que toi qui représente. Non, je respecte l'adversaire. Non, tu ne le respectes pas. Si, je respecte l'adversaire, c'est pas parce que je vais dire modeste formation. Combien de matchs la Gambie a joué avant d'arriver là? Si nous ne comprenons pas ce que veut dire modeste. Excusez-moi, madame, combien de matchs la Gambie a joué pour arriver à ce niveau de compétition? Laissons-le finir. Laissons Yannick finir. La Gambie a joué 4 matchs. Casimir, laissons-le finir, s'il vous plaît. Avec une victoire en phase de poule, une défaite, un match nul et une victoire en 8e de finale. Elle s'est qualifiée. Mais vous m'avez posé la question et je suis en train de répondre avec des stats à l'appui. Voilà. Face à une équipe du Cameroun qui n'avait encore rien perdu jusque-là. On est d'accord quand même. Face aux Lions indomptables. Qu'est-ce qui explique leur modestie? Le match que les Gambiens perdaient, c'est face au Cameroun. La Gambie a gagné 2 matchs à la fin de match nul. Voilà. 7 points. Et ils étaient cohésés. Personne n'a battu la Gambie à zéro. Ils étaient premiers ex aequo. Deuxième derrière le Mali. Et nous sommes la seule équipe maintenant marquée 2,7. Et la Tunisie est repêchée avec 3 points. Non, je suis d'accord.
Voilà. Je suis d'accord, je voyais. Je vous rappelle ici. Qu'est-ce qui explique la modestie de cette équipe? Je rappelle ici les chiffres, C'est son statut qui n'est-ce pas, explique. de ce groupe F, dont la Gambie a été deuxième. Gambie 1, premier match, Mauritanie 0. Gambie 1, Mali 1. Gambie 1, Tunisie 0. Alors la Gambie finit donc avec 7 Je points. voyais plutôt Jamais perdu de match, ils n'ont jamais pris 2 buts. Je confondais avec l'Égypte, hein, pour dire que sur le statut de la Gambie, effectivement, moi me permet de l'appeler modeste Gambie. C'est-à-dire que s'il y a des surprises dans cette CAN, la Gambie en est une. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc pour qu'on puisse comprendre, la Gambie en est une. Donc le Cameroun a gagné. Moi, ce qui m'intéresse, c'était la prestation des Lions Indomptables. Effectivement, de corriger tout ce qu'on a eu comme lacune lors du match contre les Comores. Et je l'ai dit, prestation acceptable, effectivement. Et j'ai d'accordé avec le discours de Vincent Aboubakar après la rencontre. Lui qui a dit que l'équipe des Lions est capable de vous servir ce que vous avez vu contre les Comores et relever rapidement la tête et se retrouver face en fait, en train de produire la prestation qu'elle nous a servi face à cette équipe de la Gambie. Mais comment ne pas le reconnaître? La Gambie, c'est pas comme une foule de guerre. Nous devons également être d'accord là-dessus. Maintenant, je dis, ok, on a joué tous ces pays-là qui n'ont rien à voir avec le classement des top 10, des 10 meilleurs africains. Nous aurons donc désormais à faire à un top 10, pas parce que nous craignons qui que ce soit quand on. Mais cette équipe-là a rencontré des équipes de top 10 aussi. Qui? Et la Tunisie. La Gambie. Oui, la Gambie. Je n'ai pas dit non. Ah bah voilà. Je à partir du moment non, on n'a pas rencontré, a battu une équipe. à partir du moment on me dit. vous pouvez révéler ça aussi. Emmanuel, moi Je parle du Cameroun, je ne parle pas de la je veux Gambie. dire à Yannick qu'il a certainement raison. Est-ce que parce qu'on a gagné La Gambie, avant le coup d'envoi de la CAN, était vraiment un outsider? oui. Mais pendant la CAN, Ça a fait changer les vraiment, ils sont partis du statut de non-élève modeste et tout ça, ainsi de suite, à Un outsider. vraiment à un potentiel demi-finaliste ou finaliste de cette CAN. Aujourd'hui, quand on fera le classement, n'est-ce pas, quand la FIFA va encore sortir son nouveau ranking mondial, c'est sûr qu'ils vont prendre au moins 10 places pour une équipe qui était peut-être dans des fins fonds de profondeur. Parce qu'effectivement, comme il le disait, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que quand vous faites, quand vous vous rendez compte que bon, il y a eu les déceptions, il y a eu les révélations, il y a eu les confirmations. La Gambie est dans le panier des révélations de la compétition. Ce n'est pas un hasard. La Gambie a confirmé, a surpris même. Et face au Cameroun, je crois que si la Gambie avait éliminé le Cameroun, ça en aurait surpris personne. On regarde tout ce que la Gambie a fait en début. Encore qu'il y en a qui ont... Maintenant, quand le Cameroun bat de belle manière cette équipe gambienne, ça nous conforte aussi, ça confirme que le Cameroun a non seulement un potentiel, et c'est vous qui le disiez, c'est au niveau de l'état d'esprit. Parce que si on posait la question de savoir qu'est-ce qui a fait que le Cameroun gagne, il y a d'abord l'état d'esprit. C'est-à-dire que face au Comores, le Cameroun avait un autre état d'esprit. Et ça, les gens, Paul, ils nous enseignent ça. Quand vous avez une équipe où les joueurs viennent au stade avec un complexe, que ce soit de supériorité ou d'infériorité, il y a problème. Et les Camerounais face aux Comores sont venus avec un état d'esprit de complexe de supériorité au point de ne pas avoir les dépassements de fonction qu'on a vu l'autre jour. Et c'est toi qui l'as dit. Dès lors que tout le monde s'est rendu compte que la prestation contre les Comores a été, même les joueurs eux-mêmes, et c'est Vincent qui était le premier à le dire, je suis même sûr que quelques-uns ont pris conscience. Quand vous regardez un gars comme Franck, et là je vais retrouver un peu André, c'est pas que Franck manque de confiance, mais il manque de l'esprit de responsabilité, de personnalité. C'est de ça qu'il est question. Donc moi, Emmanuel, cette équipe gambienne s'est fait prendre dans son propre piège. Exactement. Parce que c'est comme ça qu'elle jouait. Elle faisait un bloc bas pour procéder, c'est logique. Hein? Quand tu fais des blocs bas, tu procèdes par des contre rapides. Parce que tu as de la vitesse devant. Et la Gambie avait devant
des joueurs de vitesse. Capable de le faire. Voilà. Mais nous, on a réussi à les presser très haut pour que le bon ballon même n'arrive. Parce que le danger, ce n'est pas celui qui va marquer le but. Le danger, c'est celui qui donne le bon ballon. Et dès que vous avez coupé cette relation, même Cameroun, Côte d'Ivoire, aux éliminatoires, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que non seulement on a muselé Haïl de l'Ivoirien, mais on a coupé la source. Et c'est ce qui s'est passé avec les gars. Moi, je crois qu'il faut féliciter les Lions. Et comme vous l'avez posé comme question, très bonne question, ce n'est pas parce qu'on a gagné qu'il ne faudra pas corriger un certain nombre de choses. Il faut davantage garder cette rigueur défensive parce que pour gagner une compétition de cette envergure, il faut avoir une solidité défensive extrêmement remarquable. Parce que on a eu également, vous voyez par exemple le ballon au plan Onana, c'est parce que le gars, personne ne le regarde. Et si ça, c'est contre l'Égypte, qui a de l'intelligence et de la vitesse devant, je crois que le Cameroun doit doubler de vigilance et de rigueur derrière. André, vous avez la parole tout à l'heure. Ok, merci. Bon, je voudrais justement ne pas partager un aspect avec mon frère Yannick. Il a dit que le défenseur gambien était attentiste. Non. Regardez très bien. Vous allez vous rendre compte que le dispositif a permis que le jeu des Lions soit fluide. Ça passait par les côtés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un bloc. Les gars étaient regroupés. Qu'est-ce qu'il fallait utiliser? C'est contourner l'espace. C'est pour ça que vous avez vu nos latéraux portés vers l'avant. En première mi-temps, Aboubakar Vincent rate un coup de tête. C'est un arrêt de handballeur. Le gardien fait un très bel arrêt. Ça vient d'un centre Mouminga Maleux. Il récidive avec une Rabat Madière. Il coupe la trajectoire. Voilà, et il coupe la trajectoire. C'est-à-dire il est derrière, il passe devant le défenseur. Ce n'est pas parce que le défenseur est attentiste. Non, c'est que à un moment, l'attaquant sent le bon coup. Oui, il sent le bon coup. Il anticipe. Même le but que Toko marque, il fait pareil. Il vient couper la trajectoire. Je ne sais pas si on doit reparler français autrement. Non, soufflez un peu, Yannick, soufflez. Moi, j'ai pris le temps de vous écouter. J'ai pris le temps de vous écouter. Tout ce que j'ai... Yannick, non, pas tout. Non, j'ai pris un aspect. Moi, j'ai pris un aspect. Effectivement, mais... Yannick, vous savez, je l'indique toujours, hein, qu'on parle en termes de statistiques. Cette défense zambienne est l'une des meilleures de la CAN pour avoir encaissé un seul but en 4 matchs. Vrai ou faux? Pour avoir encaissé un seul but. Jouer contre qui? Jouer contre le Mali, jouer contre la Tunisie. Hein? Battre la Tunisie sans encaisser. Avant de nous rencontrer, c'est le top 10. Avant nous, personne n'avait réussi vraiment. La défensive ne souffrait de rien. La Gambie n'a pas perdu de match. Ça veut dire leur point fort. C'était leur défense. Non, je veux démontrer que on ne peut pas dire que ces défenseurs étaient attentistes. C'est diluer la performance de nos attaquants. Si on dit qu'ils étaient attentistes, ça veut dire que nos attaquants ne sont pas intelligents pour pouvoir effectivement... Même dans cette situation de jeu, un défenseur ne peut pas être attentiste. Voilà. Maintenant, c'est une contrainte de jeu. Tu ne peux pas être attentiste. Moi, là, 2 contre 1, c'est ça? Non, pas 2 contre 1, non, je n'ai pas déconstruit, j'ai pris juste un aspect, hein, parce qu'il n'allait pas penser que tout ce qu'il dit n'est pas... Non, j'ai juste pris un aspect, parce que présenter tel qu'on l'a présenté, tout à fait. Le téléspectateur va penser que c'est parce que le défenseur gambien était faible ou attentiste que les attaquants, que non. Je vous dis encore que il y a un problème de jeu de mots. Il y a un problème de jeu de mots. J'enlève faible, je reste attentiste, n'est-ce pas? Prenez la première mi-temps. Nous sommes créés beaucoup d'occasions. Et là encore, vous savez, moi je ne suis pas très fan de ce coach, je l'avoue. Mais au moins, quand il y a le résultat, vous accordez du crédit au coach. Ça, c'est clair. Parce que quand ça ne marche pas, on va tirer sur lui. Quand il y a aussi le résultat, il faut lui accorder du crédit. Et moi, j'ai vu une équipe de Lyon qui a déroulé en première mi-temps. Et j'étais avec des gens qui s'impatientaient. Je leur dis non.
même si on gagne à la 90e minute, le plus important, c'est de gagner. Commencer, c'est de gagner. Et vous avez vu, ils sont revenus en deuxième mi-temps. Le coach quoi donc dans tout ça? Ça quand les gars disent qu'ils vont se transformer. Non, c'est le coach qui choisit les hommes. Vous savez, c'est aussi ça qu'il faut comprendre en football. On peut avoir un bel effet. Moi, je n'ai pas si on ne sait pas choisir les hommes, nous on a longuement tiré sur cet entraîneur parce que chaque jour il nous sort un dispositif différent. Mais il arrive à gagner. Non, il arrive à gagner. Vous comprenez? Et juste ici. Est-ce que c'est parce qu'on gagne qu'on ne peut pas non, on a produit du jeu comme la Gambie pour gagner. On n'a pas seulement gagné, on a produit. Nous avons d'ailleurs plein d'exemples. Nous avons avec de la manière. André Onana n'a pas été inquiété une seule fois. Même pas une seule. Ça veut dire que défensivement nous étions. Et je suis satisfait. Pourquoi? La perle Umgwet et Orla est satisfaisante. C'est-à-dire que moi je le demandais depuis, on essayait. Moi j'ai vu une seule fois. Mais c'est pas la première fois qu'ils jouent. Non, je dis, ils n'ont pas joué tous les matchs ensemble. Non, mais c'est parce que non plus la. Je dis donc ceci, moi, vous vous souvenez? C'est peut-être la deuxième fois que les deux joueurs. Justement, c'est pour ça que je dis, moi, ma référence. Et puis même il faut faire une précision. Avec des rôles. Je suis d'accord là-dessus. Parce que nous sommes là pour expliquer. Il s'agit de l'entraînement. Quand vous regardez le fonctionnement de Umgwet dans ce match. On n'était pas seulement d'accord. Si le réalisateur pouvait nous faire voir les Une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Vous allez vous rendre compte que Umgwet s'est retrouvé de temps en temps défenseur central. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est une animation très intéressante. Lorsque vous avez un milieu du terrain qui est la vigile. C'est-à-dire que quand Ngande et Castelletto élargissent, ils s'intègrent au milieu du terrain pour bien élargir le jeu. Et c'est ça qui a permis qu'on sorte le ballon. Et ça, c'est des animations qu'ils n'avaient pas souvent faites. Voilà. Donc, moi, j'étais en train de dire que j'avais pris l'axe Umgwet et Ongla contre le match de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de ce moment que j'ai senti un équilibre. Et j'ai donc souhaité qu'on garde ce milieu de terrain. Et dans le classement que j'ai fait, effectivement, je vous ai dit Umgwet, Ongla et Zambouanguissa, parce qu'il n'était pas question de mettre Zambouanguissa de côté. Ça a été donc solide sur le milieu, solide défensivement et solide offensivement. Si on avait eu de la réussite en première mi-temps, on sortirait avec au moins 2-0. Si on avait eu de la réussite, Waka Vincent aurait marqué au moins 2 buts. Malheureusement, on n'a pas eu ce facteur chance qu'on convoque généralement ici en première mi-temps. Mais on a été patient, on a recommencé en deuxième mi-temps, on a trouvé la faille. Maintenant, moi vous savez, il est question de faire comprendre quelque chose aux téléspectateurs. C'est que on a beau jouer contre la meilleure équipe d'Afrique, on va vous dire que le Sénégal premier au ranking, mais le Sénégal a été en difficulté contre des équipes en phase de poule. En Super League. En Super League. Vous avez vu le Sénégal battre une équipe qui était diminuée. Qui était diminuée. Non, c'est pour ça que moi je veux mettre de côté. On va parler de ça. Justement, c'est pour ça que moi je veux mettre un peu de côté le ranking africain. On vient de voir le Nigeria qui a fait 9 sur 9. Dégagé, parti. On a vu la Tunisie qui est parmi le top 10. On a vu le Real se faire battre. On a vu cette équipe de Côte d'Ivoire sortir. On a vu donc du coup un match se joue au détail. Moi je dis toujours que au haut niveau, parce que le match Cameroun-Égypte, c'est le match au sommet de cette compétition. Ce sont les deux équipes les plus titrées d'Afrique. C'est pour ça de finale, non? Oui, je suis d'accord. Sauf que moi, je ne peux pas aborder ce match en pensant que l'Égypte nous a toujours posé des problèmes ou quoi que ce soit. Moi, si on regarde valeur intrinsèque, si nous regardons bien, nous sommes devant l'Égypte. L'Égypte a pratiquement 80% de son équipe qui joue à domicile. On est en train, n'est-ce pas, d'aller, hein? Tout à fait. Donc, on va revenir là-dessus. Ok, donc, globalement, vraiment pour chuter. Oui, chuter vraiment. Moi, je pense que les Lions ont fait la prestation que j'attendais. Ce n'est pas l'adversaire qui m'intéresse, c'est le dispositif mis en place par notre équipe et l'animation. C'est ce qui m'intéresse. Je suis convaincu que en redoublant d'ardeur, on peut monter un cran au-dessus, parce que si vous voyez là où nous venons, on a difficilement battu le Cap-Vert en match d'ouverture. On a battu l'Éthiopie, le Burkina, autant pour moi, l'Éthiopie après, et puis après le Cap-Vert. Les Comores, ça a été poussif. Et là, on a battu une solide équipe de Gambie. Voilà, je pense que merci André. Merci André. Alors, tout ce que nous disons sur ce plateau n'est pas pour s'aborder le travail fait par Conceição et ses poulains. Juste,
on dit que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Donc nous sommes en train de ménager la monture des Lions indomptables pour les matchs futurs qui ne seront pas du tout plaisir. Alors maintenant, nous passons, Jean-Paul Akono, au quart de finale. Sénégal, Guinée équatoriale, victoire du Sénégal, 3-1. Oui, d'abord le Sénégal se devait de le faire, de par son statut dont on parle, et de par son ranking, n'est-ce pas, au niveau classement FIFA. Je crois que c'est la première équipe qui vient en tête dans le ranking FIFA parmi les pays africains, et le pays africain d'ailleurs qui est en tête, n'est-ce pas, de ce ranking au niveau africain. Donc, il faut le dire, le Sénégal a démarré très difficilement cette compétition. Ils ont vu une entrée, et surtout pendant les matchs du premier tour, très difficile. Je crois qu'ils ont eu un seul match qu'ils ont gagné, très difficilement, vers la fin du match. Et puis ils ont eu, je crois, 2 matchs nuls qui les ont propulsés en 8e de finale. Bon, en 8e de finale, ça a été pénible face au Cap-Vert. Je crois que c'est le Cap-Vert. Oui, ça a été très pénible. Bref, on n'arrivait pas à voir ce Sénégal, n'est-ce pas, qui a complètement survolé les deux compétitions majeures, à savoir les éliminatoires pendant la qualification pour la CAN à Yaoundé, et ensuite surtout pour se hisser parmi le top 10, n'est-ce pas, des équipes qui doivent se rencontrer pour la qualification à la phase finale de la Coupe du Monde. On a vu un Sénégal, et c'est d'ailleurs ce qui leur confère, n'est-ce pas, ce statut de première équipe, n'est-ce pas, africaine dans le classement FIFA. On n'a donc pas vu, on s'attendait à cette équipe vraiment qu'elle vienne confirmer et effectivement apporter un plus dans la compétition ici au Cameroun. Mais hélas, elle a peiné. Hier encore, ce n'était pas encore tout à fait ça, mais je crois que tel un lion blessé, ils ont quand même fait sortir la tête de l'eau et se dire que vraiment on peut être éliminé par tout le monde, mais pas comme sortir comme l'Algérie. Et ce n'est pas la Guinée équatoriale qui doit nous faire ce coup. Mais le match était vraiment dur, très dur pour les Sénégalais face à la réplique, à la ténacité des Équato-Guinéens qui ont confirmé que ce n'est vraiment pas par hasard, n'est-ce pas, qu'ils sont arrivés en quart de finale. Au contraire de la Gambie, on se serait attendu à voir une équipe équato-guinéenne qui jouait recroquevillée dans sa moitié de terrain comme l'ont fait les Gambiens. Mais non. Ils ont justement surpris les Sénégalais en ouvrant le jeu. Je crois même que pendant tout le match, si on voit les statistiques qu'on produit souvent à la fin du match, je crois qu'ils ont eu la possession de ballon. Je crois qu'ils ont eu 52, si j'ai bien vu. Ils ont mieux la 52 de possession de ballon contre 48 pour le Sénégal. Voilà. Alors, Yannick, oui. J'ai envie de dire que le résultat de cette rencontre 3-1 ne reflète pas la physionomie de cette rencontre. Véritablement en rien. Certes, le résultat est là, et j'ai peut-être envie de conclure, peut-être avant de revenir sur les détails, en disant que le Sénégal, c'était tout simplement la marque des grands hier. Tout simplement la marque des grands hier. Quand je l'ai dit, rien d'autre à retenir. Côté sénégalais, dans le contenu, effectivement, comme le coach aime bien le dire, il dit dans le contenu, rien à retenir. D'ailleurs, la Guinée aurait mené au score dans cette rencontre. Il y a un pénalty, on ne sait pas comment. C'est ça qui est terrible. Un arbitre, tu as déjà placé le pénalty au petit coin. Il est
par la suite appelé à aller lui-même checker. Il est plus proche que la VAR, mais il n'est pas précis. Il a même pris le penalty, c'est ça qui était terrible. Il a pris le penalty, il a posé. Il est plus proche de l'action que Il la a VAR. interpellé, il va maintenant consulter la VAR, il va checker, il revient dire qu'il n'y a pas penalty. Alors qu'il n'y avait rien à dire dans cette. Donc la Guinée aurait dû mener au cours de cette rencontre. Il faut relativiser ce que tu dis là. Au niveau de. Tout le monde qui est d'accord qu'il y avait justement un penalty. Moi je ne suis pas d'accord. La VAR, elle a pas interpellé l'arbitre. Il y avait pénalty ou pas? Il n'y avait pas du tout penalty. Il y avait main ou il n'y avait pas main? Il n'y avait pas du tout main. Le gars a. Il y avait obstruction ou pas? Le gars, non, aucune obstruction puisque le gars a même voulu. Bon, peut-être que l'image nous reviendra s'il y a la possibilité de réalisation. Parce que moi j'ai revu les images après le stade. Ça a touché la main parce que ça a changé la trajectoire. Ça n'a même pas changé la trajectoire du match. Si la main est au corps, ça change la trajectoire, il n'y a pas de problème. Non, c'était décalé. Non, c'était décalé. Il a carrément caché. Non, il a caché sa main. On va retrouver l'image parce que moi On remonte l'image. j'ai revu ça. Et puis touché le ballon. c'était même pas un centre qu'on dit que c'était un centre que bon, il pouvait peut-être. Non, le gars voulait. Voilà. On prend le sol, ça dit que ça bloque la direction du ballon. On revoit l'action. On ralentit. Voilà. Voilà la distance entre le ballon et la main. Vous pensez que ce monsieur c'est pas ensemble. Il n'y a pas un mètre entre le joueur adverse et lui. Regardez bien l'action, regardez. Il n'y a pas un mètre entre les deux. Pourquoi? Il ne peut pas avoir de main là-bas. Il y a quoi? Non, il ne peut pas avoir de main. Ce sont les considérations. Attends. Je crois qu'il faut d'abord accepter qu'il y a une main. Mais maintenant, ce que tu dis, c'est qu'il y a la loi qui dit qu'il y a une Moi, je parle de loi, tout à fait. Écoutez, de considération. on peut partir, Poser la question. on peut partir du fait que est-ce que le ballon a touché la main. Oui. Si on est déjà d'accord que le ballon a touché la main, maintenant on rentre les lois. La loi dit que quand une main n'est pas volontaire, quel que soit, il n'y a pas avant. Maintenant, il dit également que la distance entre... Regardez la position, regardez bien la position de sa main. Premier élément. Coach, on parle de main pour le litige. C'est-à-dire que quand on dit que main, c'est qu'on estime qu'il y a faute. Là, il faut qu'on soit d'accord. Quand on dit qu'il y a main, c'est qu'il y a faute. Et je vous rappelle, une infraction parce que la distance entre le ballon et la main, ce sont des considérations. Je suis en train de dire que oui, Emmanuel. André Onana est un arbitre. C'est l'arbitre qui parle. Je suis d'accord. Je parle de considération. Ça existe dans les lois. Tout à fait, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il y a une loi 12, faute et incorrection? Non. Il y a considération et faute. Je parle de technique. Je suis en train de dire ceci. Ball to hand, hand to ball. Ce sont des considérations. On prend en compte la distance. Est-ce qu'il y a une loi ou pas? Non, attendez, ce n'est pas ça la question. Je suis en train de vous dire La loi du jeu. Ce n'est pas une loi. Non, ce n'est pas une loi. La loi du jeu. Il vient de dire ball to hand. Hand to ball. Il y a une différence. Il y a une différence. Je vous parle de la distance que la VAR prend en compte. L'arbitre, ok, il voit la main. La VAR est là pour lui dire, écoute, prends en compte les considérations qui entourent la main. Il va donner cela effectivement compte que l'élément premier qui va... Maintenant, je suis d'accord avec André parce qu'il accepte quand même que le ballon a touché. Oui, Parce que pour faire l'interprétation de tout ça, il faut d'abord partir du fait que le ballon a touché. Oui. Ou que a touché. C'est indubitable. C'est indubitable. Est-ce que c'était une faute volontaire ou involontaire? Ça, c'est eux. C'est eux. C'est pour ça que non, écoutez. Casemir, ce n'est pas pour eux. Non, Yannick, c'est pas pour vous là-bas. Non, les lois du jeu. Alors, quand dit la loi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas la dire la loi. Il interprète, oui. Il parle de considération. Oui, ça existe dans les lois de jeu. Il parle de considération. Emmanuel, pourquoi Yannick, s'il te plaît, 10 secondes. S'il te plaît, André, 10 secondes. Lorsqu'il y a eu cette situation, quelle était l'attitude de l'arbitre?
lorsqu'il y a eu cette situation, il était dubitatif. Non, il a pris le penalty. Il a décidé. Il a décidé que c'est le penalty. Pourquoi a-t-il décidé qu'il y a penalty? Il n'a pas hésité un seul instant. Parce qu'il y a eu main. Maintenant, comme il le disait, coach, il n'est pas seul dans cette situation. Et c'est pour ça qu'on a mis la VAR. Et je dis, quoi qu'on dise, la VAR fait des merveilles et fait aussi des défauts comme un être humain. Il y a des appréciations. Puisque qui sont Emmanuel, sur cette balle, c'est eux-mêmes qui disent souvent. Et ils changent. Ils disent que lorsque la main, le ballon touche la main, lorsque ça change de trajectoire. C'est ça, non. Vous savez, non. Attendez, je vous indiquais la dernière fois que ces arbitres ont fait 1 mois en Égypte. Quand on parle, attendez. C'est Ça, pas c'est Laissez l'arbitre exprimer. Quand je parle, écoutez, Yannick, s'il vous plaît. Yannick, s'il vous plaît. Yannick, Laissons l'arbitre parler. lorsque le coach Sanzimi Mangé me parle d'entraînement, de coaching, je me tais. Absolument. Je ne suis pas entraîneur. Je ne peux pas accepter. Non, attendez. Je ne peux pas accepter que. Non, Yannick. Vous n'êtes pas arbitre de football. Vous ne savez pas ce que c'est que les considérations. Je veux écouter. Yannick, calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Nous sommes là pour les téléspectateurs. Nous sommes là pour les téléspectateurs. Respectons ce qui nous regarde. Nous sommes ici pour les téléspectateurs. Et je suis encore en train de dire, moi je n'ai pas vu cette image. Je suis sorti de ce stade à la mi-temps. Attendez, maintenant, je revois l'image. Dieu merci, grâce à la technologie de B-News. Je n'ai pas vu ça. Donc, quand je revois, je dis 99% d'arbitres vont annuler ce penalty. 99%. Quelqu'un peut... Non, oui, écoutez, des arbitres pour des raisons... Non, Yannick, Laissons-le parler. un arbitre a sifflé une fin du match avant le temps, non? 2 fois même. Alors non, attendez, est-ce que vous pensez que... Attendez, Yannick, pourquoi vous ne voulez pas que je chute? Pourquoi vous ne voulez pas que je chute? Je veux dire qu'un arbitre peut aussi prendre une mauvaise décision et assumer. Tout à fait. C'est parce qu'il a assumé que c'est une bonne décision. Un arbitre aurait sifflé ce penalty, il aurait assumé que ce serait une mauvaise décision, il serait même suspendu, mais il s'en fout. Il y a d'autres considérations. Moi, je vais vous dire qu'on mène des enquêtes sur des paris sportifs. Il y a des arbitres qui prennent des décisions et qui sont sanctionnés. Il y en a même qu'on prend la main dans le sac. Mais si on reste lucide, on revoit cette action. On parle d'agrandir la surface du corps. Pour agrandir la surface du corps, il faut que ce soit volontaire. Volontaire veut dire que on a fait un centre, vous avez le temps d'utiliser votre corps pour stopper le ballon. Mais dans les considérations, on vous dit que est-ce que un ballon qui est à 1 mètre de vous, le temps là vous donne, vous avez la possibilité d'augmenter la surface de votre corps. Non, c'est exactement ça qu'on voit ici. C'est-à-dire que quand vous voyez la distance entre le ballon et le bras, c'est moins d'1 mètre. Et les considérations font état de ce que il n'a pas le temps dans le matériel d'agrandir la surface de son corps. C'est pour ça que le VAR interpelle l'arbitre pour lui dire, parce qu'à vitesse réelle, l'arbitre, il voit une main et il se dit, ok, mais la VAR lui dit, écoutez monsieur, vous avez, en prenant cette décision, vous avez oublié un paramètre, la distance. Allez voir ça. Il va là-bas, il regarde, il se dit, non, j'ai mis de côté la considération sur la distance. Ici, c'est moins d'1 mètre. Et il revient annuler le penalty. De ce point de vue, je vous assure que au moins 99% des arbitres seront d'accord. Et il faut dire que ce n'est pas l'appréciation de l'arbitre, ce sont les lois de jeu. Faute et incorrection, loi 12. Bon. Maintenant, lorsque vous manquez à l'application des lois de jeu, on vous sanctionne. Il y a des arbitres qui sont rentrés au premier tour, vous devez le savoir, pour mauvaise appréciation. Des arbitres VAR qui sont partis. Des arbitres marocains qui ont dirigé, qui étaient à la VAR lors du match Égypte-Guinée. Le but qu'on a refusé aux Guinéens, l'égalisation contre l'Égypte. Ces arbitres ont été sanctionnés. Ils sont rentrés. Parce qu'on visionne aussi, comme nous on fait là. Eux aussi, en commission, ils visionnent et ils se disent, ici il y avait mauvaise décision. Vous le VAR, pourquoi vous n'avez pas interpellé alors que c'était une faute? Ok, on vous sanctionne. On continue l'analyse. Et puis même Emmanuel. Le temps. Non,
pour dire un peu ce que Casemiro... Allez-y alors. Allez-y rapidement. La parole à non, ils ont récupéré, après j'ai commencé, ils ont récupéré. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Je suis en train de parler de cette action et je réitère qu'effectivement il y avait pénalty, que l'arbitre a refusé de siffler. C'est un fait de jeu, on continue. Je disais donc que la Guinée aurait, à ce moment-là, mené au score dans cette rencontre-là. Moi j'ai aimé. Je dis, la Guinée certes est tombée, mais m'a produit un beau football hier face au Sénégal. Malgré tous les noms que nous voyons côté sénégalais, vous avez les Kouyaté, vous avez les Bounassa, les Mané, mais vraiment aucune grosse impression. Aucune grosse impression. Le deuxième but sénégalais, c'est un cadeau que la défense équato-guinéenne offre au Sénégal. C'est pour ça que j'ai parlé de la marque des grands. C'est une offrande, hein, carrément. Peut-être apprécier la malice de Mané dans le troisième but, parce que là, on embarque la défense et on a quand même ce réflexe-là dont les Lions les Indomptables devront également avoir, c'est-à-dire vous pouvez les amener et puis les jouer un sale tour et remiser. Et la frappe qui s'ensuit, ça fait un 3-1. À partir de cet instant, nous, on n'avait même plus rien à faire au stade. Je dis, j'étais moi convaincu que le Sénégal devait passer. Je dis personnellement, j'étais convaincu que le Sénégal devait passer. Mais je ne savais pas que la Guinée devait autant causer quand même des soucis dans le jeu à cette équipe sénégalaise, celle que j'ai vue hier. Ça fait donc, je crois que c'est André qui citait les rencontres, ou bien le coach, les rencontres que le Sénégal a déjà eu à disputer depuis le début de cette compétition. Le Sénégal n'arrive même hier. Il n'a marqué un seul but. Oui, n'a malheureusement pas convaincu. Malgré les 3 buts inscrits, le Sénégal dans le jeu et le contenu n'a pas convaincu. Et du coup, je vous assure, je serai au stade mercredi pour voir ce Sénégal-Burkina Faso. D'accord. Alors, Casemiro, il faut dire que les Guinéens, les Équato-Guinéens ont manqué du réalisme. Alors, ils ont beaucoup plus fait preuve de l'immaturité. Oui. C'est parce que à ce stade de la compétition, la première des choses, il faut respecter l'adversaire et ça vous met en confiance, ça vous donne d'autres considérations mentales. Les Équato-Guinéens n'ont pas, ils ont ouvert le jeu alors qu'ils n'avaient pas la capacité de contenir. Il fallait faire douter d'abord, et c'est pour ça que moi j'ai eu beaucoup d'admiration avec la Gambie, bien que le Cameroun ait battu la Gambie. La Gambie avait beaucoup de... Nous sommes déjà au niveau du Sénégal. Non, c'est pour dire, c'est pour éveiller. Revenons on continue, Casemiro. Emmanuel, oui, c'est important de le dire, parce qu'il faut bien expliquer. Si les Équato-Guinéens étaient venus avec d'abord dans leur tête qu'ils ont en face un adversaire sérieux, on ne va pas les laisser jouer, ils peuvent jouer dans leur camp et nous on passe pas des comptes parce que eux-mêmes ils ont de la vitesse devant les Équato-Guinéens avec le gamin qui a les cheveux teintés. Nsoué. Non, Nsoué c'est le capitaine. Le capitaine, oui. Oui. Donc Iban Edou. Oui, Edou, voilà. Donc les Équato-Guinéens ont fait preuve de beaucoup d'immaturité dans le jeu. La preuve, les deux offrandes sont suite d'un manque de maturité. Oui, tout à fait. Parce qu'à ce niveau de compétition, à ce niveau de compétition, ce genre d'erreur, on ne devrait pas le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que personne n'a vu. Et moi, je suis désolé de le dire. Si c'était l'équipe camerounaise qui avait gagné de cette manière, qu'est-ce que les gens n'auraient pas dit? On a vu une équipe du Sénégal gagner sans convaincre. Mais c'est normal pour une équipe de grandes individualités. Ils vont l'essentiel. On veut savoir à la fin qui a gagné. Ce n'est pas le championnat qu'au retour on va gagner. C'est on joue, on gagne, on avance. Et moi je fais très attention à cette équipe sénégalaise. Parce que leur prestation va les mobiliser. Parce que tout le monde va leur dire ça va devenir comme le Cameroun contre la Gambie. Vous avez vu, le Cameroun est passé à côté contre la Gambie. Comme on leur a dit attention les gars, ce n'était pas bon hier. Cette équipe sénégalaise, moi, elle me fait peur parce qu'elle va prendre conscience au prochain match. Alors, elle va prendre conscience au prochain match en comptant sur quoi précisément, coach? Vous, en tant que technicien avéré, comptez sur quoi précisément? Quelles sont les clés? En comptant sur son énorme potentiel. En comptant sur son énorme potentiel qui commence... Qui ne s'est pas déployé véritablement hier. Hein? Je suis d'accord avec vous, Emmanuel. Mais qui commence déjà à monter en puissance. Vous savez, ils sont venus un peu après ce premier tour. On a comme l'impression
que le doute a un peu s'est installé, n'est-ce pas, dans leur camp, dans leur esprit, des joueurs sénégalais. On le voit lors du match contre le Cap-Vert, pendant les huitièmes de finale. On le voit, une équipe, dès qu'elle a marqué le premier but, vraiment s'est contentée beaucoup plus à jouer à la réserve et tout, à préserver son avance. Et le deuxième but est venu comme ça par un fait vraiment où personne ne s'y attendait. Mais ce Sénégal, je crois, face à cette Guinée, non, moi je pense que la Guinée était consciente, la Guinée équatoriale était consciente des moyens de sa politique. Des moyens de sa politique. Qui était comment, modeste? Mais qui était à la hauteur, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle gramme. Ouais. Quand vous voyez ce match, vraiment, est-ce que vous avez l'idée même d'un match de complexe pour les Guinéens quand vous voyez ce match? Mais on avait plutôt l'impression que, pour quelqu'un qui ne connaît pas ces équipes, que vraiment la Guinée, c'est une grande équipe et tout. Mais je crois que dans une équipe aussi, en même temps, il faut quand même avoir une base collective assez solide, assez fluide. Autant il faut avoir quand même quelqu'un qui sort un peu qui tire vers le haut, un leader qui sort de ce bloc, de cette base collective, vraiment qui peut faire la décision. Et on a vu Sadio Mané hier, il n'a certes pas marqué des buts, mais des ballons qu'il a donnés, surtout lors du premier but, mais il fallait être Sadio Mané. Tout comme lors du premier match. Le troisième but également ici. Le troisième match. Tout comme lors du match Maroc-Égypte, il fallait un certain Salah, n'est-ce pas, qui vous donne une passe décisive et ensuite qui marque un but. C'est-à-dire que ces grands joueurs ont toujours, surtout attaquants, c'est comme les Eto'o, les Mila, tout ça, ainsi de suite. Quand ils sont dans la surface de réparation, ils ont le flair du but. Et ça les met toujours comme un lion, c'est-à-dire comme un lion qui sait que n'importe comment, je t'attends ici. Si tu viens ici, je bondis. Alors quand tu vois Mohamed Salah, c'était je crois un ballon sur corner, le gardien renvoie, ensuite un Égyptien tire, le gardien renvoie encore. Voilà, le coach est dans le débriefing. Il renvoie sur Salah qui n'a fait que... On revient à vous, coach. Vous êtes dans le débriefing. C'était pour mettre en exergue, n'est-ce pas, ces leaders. C'est important d'avoir des leaders. Voilà. En dehors de la base collective qu'une équipe doit normalement. Et puisque vous en parlez, on entre donc dans le débriefing de cette finale à la lettre Égypte-Maroc. Anglo Nana. Oui, permettez que je dise juste un petit mot. Une petite séquence. Oui, si la réalisation pouvait nous permettre d'avoir le troisième but du Sénégal. C'est à ça que sert la vidéo, les analystes vidéo. Vous voyez, ça part d'où? De ce qu'on disait ici. Les premiers relanceurs que sont les défenseurs centraux. Koulibaly adresse une très belle transversale vers... Voilà ça, vous voyez, ça passe à Mané qui fait la différence parce que lui, il est un joueur de classe mondiale. C'est un détail. J'ai demandé, merci à la réalisation, j'ai demandé qu'on nous ramène cette séquence pour vous dire que au haut niveau, les équipes... C'est même pas Mané, c'est le latéral. Non, c'est Mané. C'est Sadio Mané. Ah bon, c'est Sadio Mané. C'est Mané. Qui fait le centre? Non, c'est pas Sadio Mané. C'est le défenseur central qui adresse le centre à la réception, c'est Mané. Ça, c'est le latéral gauche. Non, là, c'est Mané. C'est Mané, c'est Sadio Mané. Regardez la couche, voilà Mané. Non, c'est Mané. C'est Mané, le buteur va vers Mané. Regardez bien. C'est Sadio Mané. Deux passes décisives. C'est Sadio Mané. Voilà donc ce que Yannick disait. L'attentisme de toute l'équipe. Voilà. Non, mais il les a marqués. Parce que c'est une balle de plus de 40. Et justement, quand on parle d'analyste vidéo, c'est que pourquoi j'ai souhaité revenir sur cette séquence, c'est pour dire que effectivement, au haut niveau, on peut se valoir. Exact. Mais
La différence se fait sur le détail. Ça, c'est un détail. Très bonne relance d'un défenseur central. Koulibaly. C'est pas pour rien qu'il est parmi les meilleurs. On pense que c'est bagarré. Non, c'est sur ce genre de choses qu'on reconnaît la classe, le défenseur central, parce que le classe mondial, il fait ce qui se fait au niveau. L'avancement, l'attaquant Sadio Mané, parce que le classe mondial, vous voyez un peu ce qui se passe là. C'est pour dire que les équipes peuvent faire la différence sur les petits détails. Maintenant, revenons sur le match Égypte-Maroc. J'ai vécu avec beaucoup d'intérêt ce match. Pour moi, c'était top match. Chaque sélection, à mon humble avis, chaque sélection aura eu sa mi-temps. Ah oui. Maintenant, et je vais vous dire là où... pas eu ses temps forts et ses temps faibles. Moi, je vais vous dire là où, justement, l'Égypte a compris. Les Marocains élaborent mieux que les Égyptiens. Ça s'est vu. Et ils ont commencé sur le chapeau. Voilà, ils ont commencé à dérouler. Les Égyptiens étaient perdus. Ça, il faut le dire. Voilà. Alors, même ce pénalty, on pouvait ne pas le censurer. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'entraîneur égyptien comprend qu'il faut leur opposer un duel physique. Pour les empêcher de dérouler, il faut physiquement... Parce que ces Marocains, il faut le dire, ils sont fébriles. Quand vous commencez à les cogner, ils baissent en intensité. C'est ce qui s'est fait. Les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps, les Égyptiens sont allés à l'abordage. Ils ont commencé à mettre l'impact physique. Ça a déstabilisé les Marocains. Oui, ça a déstabilisé. Et vous avez vu un Salah qui est revenu en deuxième mi-temps. On a eu le sentiment qu'il s'est passé quelque chose. Il est devenu... Il a commencé à déranger sur le côté. Il a pris le jeu à son compte. C'est peut-être ce que on demande peut-être aux gens comme Zambo de faire. C'est-à-dire de dire que, ok, maintenant là, je m'appelle Zambo et je prends le jeu à mon compte. C'est aussi ça, le détail, le mental. Ça là, c'est que la nation attend de moi quelque chose. Il est devenu vraiment très mobile sur son côté. Et ça suffisamment... Le là où Yannick avait dit que je ne devais pas insister qu'il y soit. Donc, ça a suffisamment mis les Marocains à côté. Moi, j'ai été impressionné. Vous avez un milieu marocain là, Dossard 4. Il a la tête. Mais c'est un monstre. Si vous dites que à ce milieu, c'est un monstre. Mais, quand on a mis de l'impact, il s'est retrouvé seul. Ce n'était plus évident. Les Égyptiens ont donc commencé à marcher un peu sur les Marocains. Mais c'était un très beau match. Je l'ai vécu. Il y avait tellement d'intensité qu'on se demandait, mais c'est toujours la CAN. Parce que les gens vous disent que, un petit tournoi. Non, mais un petit tournoi. Parce que quand vous regardez, comme tu l'as dit, le premier quart d'heure, il est pratiquement dominé par le Maroc. Oui, la preuve. Il y a un ballon, le gardien. C'est-à-dire que, et le foot, Emmanuel, il faut le dire à nos téléspectateurs, lorsque vous avez des opportunités... il se fait mal. Il va plus se remettre. C'est vrai. Oui, c'est cette action. Donc, justement, et c'est Manus qui le disait, quand vous avez une équipe où il n'y a que de l'homogénéité, vous n'avez personne qui peut à un moment vous débloquer la situation. Vous subissez ce que a subi le Maroc. Parce que vous allez constater, si vous avez été vigilant, que pendant que l'Égypte est restée avec des cadres, leader technique, leader tactique, leader physique, le Maroc avait déjà sorti au moins quelqu'un, leur garçon qui pouvait faire Bouffal. Et même je suivais les commentateurs de Canal Plus en commentaire qui rappelaient également ça, que sur le plan tactique, ils n'ont pas compris comment au moment où on fait sortir celui au moment crucial. Au moment crucial. Parce que justement, au moment crucial, c'est le leader. Quand vous regardez le but de moi Salah, tout le monde sait que les ballons aériens, c'est des gens de grande taille. Il a fait peut-être 6 petits pas pour sortir de là où il y avait la masse des Marocains. Lui n'est pas allé au duel aérien. Il a fait juste 5 petits pas en reculant. Et le ballon qu'a renvoyé, le gardien est venu le trouver. Alors, coach, dans une zone où il n'y avait aucune opposition. Il n'a fait que ouvrir. L'un des avantages que nous avons effectivement de se retrouver au stade est le suivant. Ça peut te permettre pendant 5 minutes
de te braquer sur un joueur. Et hier, effectivement, nous, on a pu regarder certaines individualités. Ce que vous êtes en train de dire, nous, on a bien lu ça sur Mohamed Salah. C'est-à-dire que c'est des gars, tu as l'impression que eux, ils jouent dans une autre planète. Sur le terrain, il ne fonctionne pas comme tout le monde. Il a ses placements, même au niveau de la course. Il calcule sa course. Oui. Un temps, ils vont ensemble, il a dû oublier, c'est-à-dire qu'il est peut-être avec 3 défenseurs, ils sont ensemble. Après il s'oublie, les gars continuent la course, le gars est déjà resté, et c'est là où le ballon vient le trouver. Donc, pour justement peut-être compléter ce que vous êtes en train de dire, effectivement, on a retrouvé un Mohamed, ou alors une Égypte, dont le jeu est centré autour de Mohamed Salah, le leader technique, et c'est à ce niveau qu'il faudra peut-être encore dire certaines choses au coach. Parce que quand vous regardez Vaïd, avec son charisme et tout, il a laissé un garçon comme Hakim Ziyech qui évolue du côté de Chelsea. Mais une grossière erreur, il va le regretter tout le temps qu'il aura encore faire sur le banc de toute l'équipe. Parce qu'à la fin, on s'est retrouvé avec une équipe marocaine qui n'avait plus de leader. Au moment où on a besoin de leader, il ne comptait pas sur Sofiane Bouffal qui était resté au banc. Les 2 premiers matchs, il est entré en cours de jeu. Mais depuis le 3e match, il est quand même titulaire. Mais on ne sait pas comment, par quelle alchimie. Même pas l'heure de jeu quand il a fait sortir hier. Le gars, on n'avait même pas atteint l'heure de jeu qu'il avait fait sortir Sofiane Bouffal. Alors qu'il a marqué sur penalty. Donc il était en confiance. Bien sûr. Même Samir n'était pas du tout... Il ne peut pas être content. La trempe quand même, ça dit que dans cette équipe du Maroc, quand tu as déjà cité Sofiane Bouffal, il y a encore, je crois, un autre là. Hakimi. Tu vas retrouver le 4 dont on parlait, le baroudeur du milieu. Mais il était seul face à des Égyptiens. Vous avez El Nini. Le garçon se baladait dans l'entrejeu. Il était tellement à l'aise, la société de Arsenal en Première Ligue. Il était à l'aise. Quand Trezeguet est rentré du côté égyptien. Donc, je dis, dans l'ensemble, effectivement, c'est une équipe égyptienne, oui, qui nous a montré tout autre visage hier face au Maroc. Il faudra la prendre très très au sérieux. Moi, je voulais quand même, parce qu'on a évoqué le cas Ziyech, moi je ne suis pas de ceux qui encouragent l'indiscipline. Vous pouvez être le meilleur joueur du monde. Si vous êtes quelqu'un, on a vu ce que Aubameyang et Lemina ont causé au Gabon. C'est-à-dire que ce que vous avez vu, c'est parce que l'entraîneur a couvert avec le président de la fédération. Ils sont sortis. Ils sont allés en boîte de nuit. Ils auraient pu contaminer toute l'équipe, qu'ils auraient été forfaits. Imaginez, ils sont rentrés avec des filles. Imaginez que, non, il faut le dire, ça c'est la vérité. Maintenant, ils auraient salué leurs coéquipiers, qu'ils auraient contaminé le Covid, on aurait disqualifié, parce qu'on vous dit que si vous avez une délégation de 25 joueurs, et vous avez 20 qui sont contaminés, qui vont en quarantaine, c'est fini, vous sortez de la compétition. Donc moi, le Maroc, Vaïd a choisi de laisser Hakim Ziyech, il a donné des raisons. Il a dit à un regroupement, Ziyech est sorti. Il est allé faire la fête, il est rentré. Il est allé le voir dans sa chambre pour lui dire que non, tu es au top, tu es au haut niveau, tu dois tirer les autres vers le haut. Et si toi tu es le premier à faire ça la veille d'un match, c'est compliqué. Donc, alors c'était pas pendant cette compétition. Oui, non, c'est pour ça qu'il ne vient pas. Non, c'est pour ça qu'il ne vient pas, parce qu'effectivement, on l'appelle au prochain regroupement du Maroc. Il refuse. Le coach dit donc, ok, comme tu ne viens pas au prochain regroupement, moi, tant que je suis là, je ne ferai plus avec toi. Donc, alors, moi, je veux pas. C'est un joueur, vraiment, il a du talent, je suis d'accord. Vraiment, il a du talent, coach. Mais vous savez aussi qu'un joueur talentueux peut vous gâter l'effectif et vous passer à côté. Donc, oui, même Salah a été indiscipliné dernièrement. Ça dit qu'on l'a appelé, il a abandonné ses camarades pour aller fêter un anniversaire jusqu'à... Il y a des peut-être qu'il a fait profil bas. Peut-être que lui, il a fait profil bas. Le tout, c'est de savoir. Ça, c'est vrai. Mais le tour, c'est de savoir marquer le tour. Je ne sais pas le fond de cette histoire-là, mais je pense que si l'entraîneur, il s'appelle même comment? Ils ont leur nom compliqué là. Si vraiment il a approché et lui parler, parce que c'est de ça que je voulais dire tout à l'heure en demandant la parole, s'il lui a parlé
Et lui, il s'est radicalisé. En ne venant même pas à une convocation, en ne répondant pas à une convocation. Alors là, vraiment. Mais sinon, les autres cas d'indiscipline, comme les Obama et en machin, il n'y a même pas à tergiverser dessus. C'est-à-dire que ils ne devaient même plus dormir. Là, dès qu'ils arrivaient, on nous prenait vos affaires, rentrez. Voilà. Donc, il faut tout simplement savoir marquer la mesure entre l'utile et l'agréable. Alors, les demi-finales commencent mercredi. Mercredi, c'est Burkina. On a parlé de Burkina, Tunisie. Déjà passé, hein? Pas aujourd'hui, mais les précédentes émissions, on a eu, n'est-ce pas, à parler, n'est-ce pas, de cette rencontre. Donc, non, je préfère que nous parlions déjà d'autres, non, même pas de demi-finales. Mercredi, le 2 février, au stade Amadou Ahidjo, c'est Burkina-Sénégal, la première demi-finale, et la deuxième demi-finale se joue le jeudi 3 février, et c'est là où je voulais en venir, au stade d'Olembe. Alors, Olembe reprend droit de cité. C'est la surprise qui nous aurait... En fait, je veux dire quoi? C'est le contraire qui nous aurait surpris, non? Non, c'est le contraire qui nous aurait quand même surpris. Je pense que je n'avais pas grosse inquiétude quant au retour de la compétition du côté d'Olembe. Il fallait juste rendre ce rapport d'enquête. Là, je crois que ça a été chose faite. Et puis la CAF est revenue à de meilleurs sentiments en réhabilitant le stade Olembe pour abriter tranquillement sa demi-finale et bien entendu l'apothéose qui est prévue ce dimanche 6 février. Certainement, on l'imagine en présence du premier sportif, le président Paul Biya. Donc, il faut dire que il y a eu beaucoup de tapage quand même autour, bien qu'on ne peut pas ne pas reconnaître perdre des vies humaines n'a pas toujours été chose facile, chose évidente. Ça reste malheureusement cette tâche-là qui va peut-être mettre un petit point noir dans l'organisation de cette 33e édition de la CAN dans notre pays. Mais au-delà, quand on l'a dit, ailleurs, il y a eu ces cas, on a eu ça dans certains stades à travers le monde. Le stade Olembe a été construit pour abriter ces compétitions. Vous voyez aujourd'hui à Japoma qui est sevré quand même, je crois, de pas moins de 3 matchs. Japoma devait accueillir un quart de finale, Japoma devait abriter la demi-finale et le match de classement, si je ne m'abuse. Donc 3 matchs, amputés de 3 matchs. Puisqu'on a joué un quart de finale. Non, c'était 2. Japoma avait 2 quarts de finale dans la programmation, 2 quarts de finale. Oui, c'est le match, je crois, Égypte. Il y a un match qui s'est joué hier. Burkina Faso, je crois, et Guinée. Guinée se joue à Douala. À Douala. Oui. Il y a un match qui a été délocalisé. Guinée, Sénégal. Il y avait... Oui, il y avait 2 quarts de finale programmés à Douala. Voilà. 2 quarts de finale. Il y avait 2 quarts de finale. Initialement, oui. Oui, il y avait un quart de finale à Yaoundé et un quart de finale à Garoua. Exact. Ça, les quarts de Donc finale. vous voyez que le stade de Japoma a été amputé malheureusement de ces rencontres-là et on ne peut pas quand même remettre ça du côté de l'Olympiade. Ça allait tout simplement du gâchis. C'est pour ça qu'on a construit ces infrastructures-là. C'est pour ce spectacle au-delà, n'est-ce pas, du terrain, mais également à vivre dans les gradins et aussi, je pense quand même tout au moins que ça puisse vendre côté tourisme le Cameroun. Quand vous voyez ces infrastructures-là, ça démontre que là-bas, ou alors ici chez nous, nous avons travaillé pour, et l'Afrique peut être fière, et nous pouvons, nous aussi, à notre niveau, se vanter que nous sommes à même d'abriter des rencontres niveau mondial. Alors, Casimir, nous rentrons au stade d'Olembe, mais à condition qu'il n'y ait pas bis repetita par rapport à ce qu'on avait vécu la dernière fois. La première des choses, c'est que je suis désolé par le comportement de la CAF qui veut se passer pour celui qui dicte le Cameroun. Quand on organise une fête ensemble, on se complète, on s'accorde. La CAF nous a beaucoup malmenés. Les décisions de la CAF semblent être comme si c'était un dictateur par rapport au Cameroun. Vous ne pouvez pas, le président de la République ne peut pas s'investir à construire des stades comme ça. Et puis la CAF veut nous imposer une logique qui amènerait les stades à pourrir parce que la CAF veut délocaliser tout. La CAF devrait toujours se rapprocher de l'État camerounais pour s'accorder. Est-ce que la loi dit cela?
Non, de toute façon, c'est deux partenaires qui sont en train d'organiser une fête. La CAF n'organise pas la fête, le Cameroun n'organise pas la fête. Les deux doivent s'accorder, les deux doivent assumer. Et il n'y a pas que le Cameroun va dicter la CAF va dicter le Cameroun. Ça fait plusieurs fois que la CAF nous a mis dans cette posture-là. Et moi, j'étais sur certains plateaux là où je suis passé. J'ai dit qu'il pleuve, qu'il neige. Le stade Olembe qui tient à cœur au président de la République, la compétition va se jouer là-bas. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un accident sur une route qu'on va dire que sur la route là, les voitures ne vont plus circuler. C'était regrettable quand même d'empêcher que ce stade ou le stade de Japoma, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, n'est pas... on a donc construit les stades là pour faire quoi? Il faut quand même, comment vais-je dire, à un moment c'est des sportifs. On est en sport. Il ne faut pas avoir cette envie d'être intransigeant. C'est pour ça que même, quand il y a une faute, ils savent ce qu'ils appellent d'abord le rappel à l'ordre, avant de sortir le carton s'il y a récidive. Il fallait interpeller les Camerounais, mais ne pas leur dicter que le stade est suspendu et tout ça, et puis c'est revenu. Comme si c'est la CAF qui doit dire comme cela doit se passer. Mais quand c'est mauvais, c'est le Cameroun, quand c'est bon, c'est la CAF. Donc, c'est déjà bien que le stade Olembe abrite compétition. On n'a pas construit ce stade pour... On n'a pas voulu. Les Camerounais n'ont pas souhaité qu'il y ait cet accident. Mais j'interpelle aussi les Camerounais, il faut qu'on soit un peu sérieux. Ceux qui vont aller au stade désormais doivent être un tout petit peu disciplinés. Voilà. André Onana, la CAF qui veut... La CAF qui veut inféoder. Non. C'est ça? Je peux dire quand même que il y a peut-être des incompréhensions, mais il faut quand même dire la vérité. La compétition est la propriété de la CAF. On peut dire ce qu'on veut. La CAN est la propriété de la CAF. Maintenant, elle cherche un organisateur et signe ce qu'on appelle le cahier des charges. Dans le cahier des charges, il est également indiqué que le dispositif sécuritaire est mis en place par l'État. Donc, quand il y a des problèmes sécuritaires, c'est normal que le responsable de la compétition se lève pour prendre ne serait-ce que des mesures conservatoires. Parce que on parle de suspension, oui, mais la suspension n'a pas été actée. Elle n'a pas été actée. Le président qui parle pour la CAF dit, ok, comme il y a eu des morts, je crois que c'est quand même le niveau extrême. On dit que rien ne vaut une vie. Même les milliards, les centaines de milliards ne valent pas une vie. Il y a donc eu des morts. La CAF doit d'abord prendre ses responsabilités par le truchement de son président qui est sorti pour dire, ok, le stade est suspendu. Mais ça, c'est une mesure conservatoire parce qu'il n'a pas qualité. Il fallait justement qu'il convoque son comité d'urgence qui est justement ici sur place pour dire, ok, j'ai pris une mesure conservatoire pour essayer un peu d'apaiser. Mais au vu de ce que l'État du Cameroun présente comme garantie, oui, on regrette l'incident, mais on doit leur faire confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, je pense que au COCAN de prendre toutes les dispositions jeudi prochain. Parce que justement, moi je suis allé voir les matchs hier pour entrer au stade. C'était compliqué. Les précédents matchs, j'entrais avec un ticket, mais hier j'ai dû présenter un pass. Si vous n'aviez pas le pass sanitaire, oui, il vous était impossible d'avoir accès au stade. Donc, je vais plus que j'ai été au stade hier. Ouais. Ce que moi j'ai apprécié, le dispositif sécuritaire, moi j'ai apprécié, c'est-à-dire au-delà du pass, parce que c'est peut-être aussi à ce niveau que nous pêchons. On dit les portes du stade sont ouvertes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Douala, c'était tellement beau, à Japoma, lors du quart de finale, c'était tellement beau. C'est-à-dire que quand nous on reçoit les images à 16h, le stade était déjà quasi plein. À 16h, le coup d'envoi était prévu à 17h, le stade était déjà quasi plein. Donc on a dit on ouvre à 13h. Vraiment que les gens aillent. Ne pas attendre la dernière minute également pour faire affluence, parce que c'est ça le problème. Moi je suis peut-être arrivé au stade hier, je crois que c'était 45 minutes avant le début de la rencontre. C'était fluide. De toute façon ça passait. Il y avait un cordon. On vous dit, ne traverse, hein, le premier halte, ne traverse ici que un ticket, c'est-à-dire ceux qui sont détenteurs d'un ticket. Et on refuse même que vous ayez deux tickets. Qui correspond à une tribune. Parce que moi, j'avais par exemple le ticket L, je ne pouvais pas entrer là où les G
entre. Non. Il y avait on a prévu des espaces. Quand vous avez votre ticket, on vous demande d'aller entrer de ce côté-là. Donc vraiment, c'est une très belle organisation. Et une grosse mobilisation quand même, c'est-à-dire côté sécuritaire. Il y avait non seulement les FMO, j'ai vu également des éléments de la gendarmerie à l'intérieur même du stade qui assuraient le cordon, c'est-à-dire qui venaient en appui des stadiers. Des stadiers et des policiers. Oui, à ce niveau, je pense quand même que on est passé là de la parole à l'acte. Maintenant, si les policiers sont déjà en train de se mobiliser, les FMO, il faut maintenant sensibiliser le public. C'est à ce niveau que nous en sommes. Il faut maintenant sensibiliser le public. Parce que le Camerounais, il y en a, quand toi tu dis ci, lui te dit ça. C'est aussi ça. C'est-à-dire c'est notre responsabilité aussi. Nous ne devons pas l'évacuer assez rapidement. Que les Camerounais, ceux qui veulent aller au stade, qu'ils sachent qu'il y a des dispositions qui ont été prises. Nous devons les respecter. J'ai peut-être vu hier, quand on dit placez-vous ici, il y a d'autres qui font le contraire. Oui. Emmanuel Jonas, oui, j'ai assisté à quelques-uns, c'est-à-dire, on vous dit placez-vous comme les d'autres, ils font le contraire de ce on a embarqué certains, moi j'ai vu. Oui, il y a un bonhomme qu'on a également pris devant moi, on l'a mis dans le bon, lui, il avait un problème de faux tickets. De faux tickets. Donc, je dis, oui, c'était devant moi, on l'a embarqué là, on l'a Donc, c'est donc un problème de civisme. Il faudrait que jeudi prochain, que ce qui s'est passé hier au stade Amadou Ahidjo soit complètement répliqué. Parce que ce qu'on a vécu tout dernièrement au stade de Lembe était simplement mauvais. C'était vraiment mauvais. Alors, on ne peut pas quitter ce plateau sans parler de la générosité des Lions Indomptables qui offrent 50 millions de francs de leur prime aux familles victimes. André Onana. Ah, moi je suis content. Vous savez ce que le football a apporté au peuple ivoirien en guerre? Vous savez ce que ça a apporté? Après un match, Didier Drogba prend le micro pour appeler les Ivoiriens à la réconciliation. Aujourd'hui, je suis fier d'aller au stade. Vous savez pourquoi? Non. Parce que c'est la seule chose qui réunit aujourd'hui autant de Camerounais. Je suis assis à côté d'un anglophone. C'est le parti unique. Hein? C'est le parti unique. Alors, qui est mieux que les Lions Indomptables pour apaiser? Parce que des âmes de mauvaise foi peuvent passer par justement ces décès pour allumer la flamme. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. Donc, c'est un acte qu'il faut saluer. C'est 50 millions de francs CFA, ça suppose un sacrifice. Ça veut dire qu'ils se sont dit, on compatit avec, on pleure avec ceux qui ont perdu, on se sent concerné. Et je pense que ça va les motiver aussi davantage. C'est un geste grandiose qui vient en appui de ce que l'État, parce que effectivement, le président de la République a demandé au gouverneur de prendre des dispositions pour que, donc, ces 50 millions que ces Lions offrent, moi je dis que c'est un sacrifice, c'est pas évident. C'est pas évident, ces gars gagnent leur argent à la sueur de leur front. Donc, qu'ils s'asseyent et se disent, nous allons contribuer à hauteur de 50 millions pour, pas réparer, hein, parce que quelqu'un qui décède, on ne peut pas, mais au moins pour apaiser. Moi, je dis, il faut saluer, il faut les remercier pour ça. Alors, Jean-Paul Akono, moi j'ai un petit souci, hein. Bon, est-ce que cet argent arrivera à bon port? Parce que nous connaissons ce qui se passe généralement dans ce genre de situation. Cet argent arrivera-t-il à bon port, Jean-Paul Akono? Mais je pense qu'ils le remettront au gouverneur. Qui est... Quel gouverneur? Hein? Monsieur Béa... Est-ce que c'est la personne la plus indiquée? Allez-y, Jean-Paul. Oui, c'est le président. Allez-y. C'est le président du site Kokan Yaoundé. Oui. Donc, et même le président de la République, s'est adressé à lui. Voilà, au gouverneur. Pour lui demander de prendre des dispositions. Rassurez-moi davantage. Enfin, je ne rassure pas parce que je suis dans le secret, non. Mais je pense que, justement, je parle du gouverneur parce que si le président a demandé au gouverneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les familles endeuillées, n'est-ce pas, soient quelque peu soulagées. Je pense que le geste salvateur de Lyon, vraiment, il faut les féliciter, surtout que ça a été instantané. Ils ont réagi vraiment
alors que les gens étaient dans la douleur, les Camerounais étaient encore dans l'émotion, ils réagissent et cotisent 50 millions. Je crois que, bon, si vous demandez qui va remettre, certainement, si on suit la norme des choses, on devra remettre ça au gouverneur, qui est le président du site du Kokan, puisque l'accident a eu lieu dans son site. Donc, c'est à lui de remettre ça. Mais moi, je veux dire quelque chose. Je crois que la CAF ne pouvait que réagir comme elle l'a fait. C'est-à-dire suspendre quelques matchs, n'est-ce pas, comme ils l'ont fait au stade d'Olembe. C'est André qui parlait de mesures conservatoires. Effectivement, c'est des mesures conservatoires. Et ils ont demandé qu'il y ait des enquêtes et tout. Moi, je pense même que ça aurait été une décence, du respect, n'est-ce pas, à ceux qui sont morts, qui ne sont pas encore enterrés, certainement pour certains, et ceux qui sont hospitalisés, blessés, et tout, n'est-ce pas, qu'on mette un peu en veilleuse le stade Olembe. Moi, je pense. Bon, maintenant, si le Kokan et la CAF sont tombés d'accord que les mesures seront prises, machin, et c'est d'ailleurs pour cela que vous parlez des mesures qu'il y avait au stade Amadou Ahidjo hier, des mesures qu'il y avait au stade de Japoma avant-hier. C'est pour cela que ces mesures commencent à être draconiennes, mais je crains, ce que je crains, c'est que, est-ce que les gens auront le courage d'aller au stade d'Olembe? Je dis encore que c'est encore vivace, les morts. Je ne sais même pas si on les a déjà enterrés, mais est-ce que les gens auront le courage d'aller à Olembe? Ils vont même déborder, coach. Je pense qu'ils vont déborder. Allez-y rapidement. C'est Cameroun, Égypte. Je veux dire qu'il y aura même encore... Nous sommes au niveau de cette somme-là. Parce que là, le temps nous tient déjà à la gorge. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'un peu comme les autres, pour dire qu'il faut saluer le geste que viennent de faire les Lions Indomptables, prendre toute une prime de quart de finale pour effectivement remettre 50 millions de francs CFA. 50 millions, il faut dire que... C'est pas 50 000. Hein. Je me dis que quand ils le font, ils l'ont su, ils savent que ces personnes sont mortes effectivement parce qu'ils venaient pour les supporter. Et ils venaient tous là pour les supporter, tous les voir évoluer, n'est-ce pas, sur le stade à Olembe. Donc c'est un bon geste, c'est un geste de cœur de la part des Lions Indomptables. Maintenant, vous devez vous rassurer que les Lions, ils ne vivent pas en Égypte, en Tunisie ou du côté de la France. Ils sont nés ici, ils connaissent très bien toutes les manigances. Ils connaissent comment ça fonctionne au pays. Hein? Ils ont donc décidé d'une cérémonie pour remettre ce prix, ce pactole. Ouais. C'est-à-dire là, on pourra identifier les familles. Et je pense qu'à partir de ce moment, même si on remet l'argent acquis après, du moment où ça se fera de manière officielle, au cours d'une cérémonie, en présence de toutes les familles, il sera plus évident que chacun puisse, n'est-ce pas, trouver son compte dans ce pactole-là. Il n'y a pas que les Lions, vous le savez, à travers le président de la République également qui fera un geste, mais également la CAF, puisque le président de la CAF l'a dit qu'il soutiendra les familles jusqu'à la fin. Donc, ils auront également quelque chose qui viendra de la CAF. Mais nous sommes tous d'accord, et nous tous sommes tous d'accord là-dessus, que malgré tout ça, ça ne peut malheureusement pas remplacer une vie. Voilà. Alors, Casimir, on sait bien que dans ce genre de situation, les mesures ont toujours été prises. Je me rappelle l'accident ferroviaire des ECA, où des mesures ont été prises. On a pris tout un nombre, n'est-ce pas, de choses pour que les familles victimes soient endommagées ou dédommagées. Ben, j'ai comme l'impression que en une minute, les mentalités camerounaises ne veulent pas changer. Je vais d'abord rassurer tout le monde ici que je n'ai pas dit qu'on ne devait pas suspendre momentanément. Mais je dis, quand je travaille avec M. Emmanuel Jonas Kana, lorsque je dois prendre une décision, je l'associe d'abord.
Je ne viens pas Casimir, le temps. Oui, c'était, il fallait cette parenthèse. Oui, alors, est-ce que cet argent va arriver à bon port? Les mesures qui ont été prises seront-elles respectées? C'est première des choses. Je veux d'abord remercier les Lions pour ce geste qui est incommensurable. Mais je voudrais prier les Lions eux-mêmes de se mettre en avant pour les familles. Parce que si cet argent tombe d'abord dans d'autres mains, il y aura plusieurs escaliers et ça risque de ne pas arriver à bon port parce que nous connaissons comment est le fonctionnement et la mentalité de certains responsables. Donc je m'inquiète, il faudrait que ces familles soient, que les Lions soient eux-mêmes proches de ces familles pour leur remettre le pactole. Voilà, le message est passé, que cet argent ne tombe pas dans des mains indélicates. Fin de l'émission. Demain, on va vous retrouver avec beaucoup de plaisir encore pour faire le briefing de la rencontre Burkina-Sénégal. C'est la première demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci d'avoir suivi. Au revoir.